Bonjour, donc Mathieu Vincent, cofondateur de Digital Food Lab. Donc contrairement aux autres panélistes, je n'ai pas une start-up, je suis on va dire, de l'autre côté de la force. Je conseille plutôt les grands groupes agroalimentaires qui se posent beaucoup de questions sur cet écosystème de la food tech. Donc historiquement, nous, on avait une start-up, on l'a développée, on l'a revendue et on s'est rendu compte que beaucoup de gens parlaient et parlent encore d'innovation de food tech sans forcément bien comprendre de quoi ils retournaient. Donc ce qu'on fait, c'est on les aide à établir une stratégie. Les grands groupes savent le faire assez bien, mais pas de 2 à 5 ans, mais plutôt de 5 à 20 ans, en prenant en compte dès aujourd'hui les enjeux d'innovation plutôt de rupture. Merci Mathieu. I don't know if there is some people that speak English in the room. Tout le monde parle français? Je continue en français. Si vous entendez mal, vous avez la possibilité d'utiliser un QR code sur le mur pour entendre avec votre téléphone un peu plus fort si vous pensez que nous ne parlons pas suffisamment distinctement. J'en ai fini sur la partie technique. Merci Mathieu pour nous avoir expliqué effectivement de quoi il retournait et sur ton activité. En ce qui concerne Philippe, donc tu es le fondateur de Padzzy, mais il y a une histoire assez récente que tu vas certainement nous expliquer pour parler de ton expérience. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de quoi il s'agit? Ah oui, alors du coup, Paddy a été, a été puisque l'aventure vient de se terminer il y a 2 semaines, pendant 9 ans le pionnier de l'automatisation de la restauration, notamment des cuisines, qui était un métier très compliqué à automatiser. Et on a démarré cette aventure en 2013 et a ouvert 2 restaurants pilotes de pizza qui s'appelaient Paddy, un à Paris et du côté de Val d'Europe dans le 77, dans le but d'automatiser du coup toutes les opérations de cuisine dans une expérience totalement autonome pour les clients. Et voilà, donc on a été le fer de lance de ça avec une technologie très avancée. Pour X raisons, on a dû fermer. Donc je suis ex-président de Paddy Robotics depuis 2 semaines maintenant. D'accord. Voilà. Ça veut dire que tu as beaucoup appris. Oui, exactement. Enfin, voilà, le sujet, on le connaît bien. Super. Merci beaucoup Philippe. Alors Jean, tu es le Bonjour. CEO de Devor. Alors moi, en fait, j'ai 2 casquettes, puisque je suis à la fois restaurateur traditionnel. On a un groupe de 7 restaurants en France, ceux que vous connaissez tous, où vous allez dîner ou déjeuner entre amis ou en famille. On Et peut on citer a... les noms? Oui, alors le groupe s'appelle Panorama. On a 3 restaurants à Paris qui s'appellent Aster, Canard et Champagne, Zola. On a 2 restaurants à Nice qui s'appellent Boca et Farago. Et on a un restaurant à La Baule qui s'appelle La Signature. Très bien. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et on s'est lancé depuis 4 ans dans un nouveau projet qu'on appelle, même si le terme ne me plaît pas, mais en tout cas c'est celui qui est le plus compréhensible, des dark kitchen, autrement dit des restaurants entièrement dédiés à la livraison. Et donc en fait, la société a fait un pivot l'année dernière, à peu près au mois de juillet. On s'est transformé en créateur de marques digitales. Donc notre métier, c'est de créer des marques digitales, assurer le marketing, la relation avec les plateformes et mettre ça au profit de franchisés qui, eux, vont exploiter le point de vente et qui est donc du coup entièrement dédié à la livraison avec un peu de click and collect. Merci beaucoup Jean pour ces précisions. Enfin Raphaël, tu es le cofondateur de Totem. Qu'est-ce que c'est Totem? Alors, Totem, c'est un concept assez simple, c'est des magasins au bureau. Donc, Ok. on vient comme une alternative à soit la distribution automatique, soit la restauration, disons, collective. Et on permet aux employés, sur le lieu de travail, de consommer café, entrée, plat, dessert, snacking, boissons, et même aussi quelques produits non alimentaires pour le coup. Et aujourd'hui, c'est une solution déployée en 2 ans sur une soixantaine d'espaces à Paris. Merci beaucoup Raphaël. Donc on voit qu'il y a tout un tas d'opportunités en ce qui concerne la distribution, que ce soit la mécanisation à travers l'expérience de Padzzy, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, le fait que ce soit la nourriture qui vienne au consommateur et non plus le consommateur qui se déplace pour pouvoir se nourrir, que ce soit en restaurant ou que ce soit en magasin. Donc, question qui vient à l'esprit, même si je viens de donner quand même déjà quelques indices. Quand on parle d'une nouvelle forme de distribution dans les différentes idées ou entreprises que vous représentez, de quoi on parle concrètement, de ton point de vue, Mathieu? Quand on parle de nouvelle distribution, je pense qu'aujourd'hui, le principal mot qui vient évidemment à l'esprit, c'est du quick commerce. C'est de la livraison en 10-15 minutes. Alors, ce qui est sympa avec le quick commerce, c'est que contrairement à
plein de tendances dans les startups. D'habitude, les startups, c'est pas si rapide que ça. On a une idée, les gens commencent à en parler, il y a des startups qui se créent, ça lève un peu de fonds, ça en relève un peu plus, etc. etc. Puis un jour, on atteint un pic, ça se concentre. Avec le quick commerce, c'est qu'on a tout eu en quasiment 18 mois. Donc on a tout vu, l'idée, l'apogée, des milliards levés, l'échec, la concentration. Et Des milliards carrément. quelques milliards, entre 5 et 10 à l'échelle mondiale, et encore plus qui se lèvent encore en Afrique, en Asie. Donc ça, c'est évidemment, on pense à ça, mais aujourd'hui en Europe, c'est quasiment terminé, le quick commerce. Il y a énormément d'autres choses derrière. Il y a des nouveaux distributeurs dont on parle moins, mais qui reconstruisent toute l'infra d'un distributeur traditionnel. Des gens comme Picnic aux Pays-Bas, Rolik en République tchèque, etc. Des gens qui font tout un travail autour du zero waste. Prendre des produits qu'on allait mettre à la poubelle, du frais ou du non frais, et l'apporter directement au consommateur via le e-commerce, via de la livraison. Il y a énormément de nouveaux modèles qui réinventent la distribution de produits alimentaires, et il y a une réflexion, notamment autour de l'automatisation de l'alimentaire, qui est de se dire, est-ce que demain, on mangera forcément des plats qu'on a cuisinés chez nous? J'avais une discussion avec Philippe tout à l'heure sur le plant-based. On sait que ça décollera le végétal le jour où ce sera au même prix que la viande. Est-ce que si demain, ma pizza livrée chez moi allait bon an mal an au même prix que celle que j'ai cuisinée chez moi, est-ce que je continue à avoir une cuisine? Est-ce que je continue à faire des courses? Est-ce que le supermarché existe? C'est donc un des enjeux autour de cette nouvelle distribution, c'est carrément même la réorganisation de sa propre vie à l'intérieur de la maison, entre autres. Tu évoquais la mécanisation et ta discussion justement avec Philippe. De ton point de vue, Philippe, suite à ce que vient de nous dire Mathieu, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette nouvelle forme de distribution? De quoi on parle en fait? Effectivement, ce que dit Mathieu est 2 points importants. C'est en fait on vit dans un mode un peu Amazon, c'est-à-dire qu'on veut tout. Aujourd'hui, on peut tout avoir et tout de suite. Donc en fait, c'est ça la révolution. Et donc c'est supporté soit par des dark kitchens, supporté par des vending machines, du fait qu'on puisse avoir des produits dans n'importe quel type de touchpoint le plus rapidement possible, soit en se déplaçant, soit en le commandant. Et on veut accéder même à la grande gastronomie comme la gastronomie du fast-food. Donc ça, c'est le grand changement. Et comme le dit Mathieu, ça s'est en plus accéléré incroyablement en 2 ans. Donc, et je pense qu'on va plutôt rentrer aujourd'hui dans des aires de consolidation, de savoir quels sont les acteurs qui vont émerger. Et je pense, Jean, tu pourras plus en parler sur les dark kitchens parce qu'il se passe énormément de choses. Il y a eu beaucoup de business models qui ont été testés. Voilà. Après, sur l'automatisation, c'est autre chose. L'automatisation, il y a 2 niveaux, il y a 3 niveaux à mon sens. Il y a l'automatisation de distribution qui peuvent être représentées par des vending machines, des choses comme ça. Il y a l'automatisation de services, les robots services. Ça commence à bien exister, ça va vraiment s'accélérer parce qu'aujourd'hui, les technologies sont assez maîtrisées. Et elles vont arriver à la fois dans l'hospitalité au sens très large. Et après, nous, ce qu'on était en fer de lance, c'est-à-dire l'automatisation de production. C'est-à-dire, on cuisine, on élabore un produit avec de la robotique. Alors, ça a lieu surtout dans le fast-food. Je ne pense pas que ça n'aura pas lieu dans la restauration classique. Mais surtout dans le fast-food où il y a des process déjà très standardisés. Et aujourd'hui, la standardisation peut être mieux faite à terme par des robots ou par des systèmes automatisés. Voilà. C'est l'exacerbation, je ne sais pas si ça se dit, enfin c'est le côté taylorisme exacerbé. Ce sera peut-être mieux dans ce sens-là. Le fast-food, c'est de la taylorisation du travail. Ouais. Donc un robot taylorise, pas besoin apporte plus de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée à tayloriser du travail. D'autant plus que maintenant, il y a un phénomène qui s'est accéléré depuis 2 ans, c'est les gens quittent rendre leur tablier. Ouais. Parce que les métiers sont peu attractifs. On a eu beaucoup de débats aussi, même si on revalorise même les salaires, ça n'a pas résolu le problème. Donc il y a plein de sujets autour de ça. Donc effectivement, l'automatisation répond aussi à ce problème-là, qui est le problème de l'emploi. Merci beaucoup Philippe. Alors justement, on parlait de mécanisation et de mon point de vue, je parlais de taylorisme, de taylorisation. Est-ce que c'est ce qui est proposé, par exemple, dans le domaine des dark kitchens, c'est-à-dire cette façon de pouvoir proposer à la chaîne, entre guillemets, je dis à la chaîne, mais c'est un peu péjoratif, mais le fait de pouvoir élaborer des nouveaux menus, ou en tout cas élaborer une carte, basée sur une nouvelle marque qui sont créées de toutes pièces. Je pose cette question par rapport justement à est-ce que ça fait partie justement de ces nouvelles distributions qui vont se généraliser? Sur la question que vous posez au début, à savoir est-ce que ce travail à la chaîne est quelque chose de nouveau qui est apparu avec les restaurants virtuels? Non.
Mais À en la tout cas, base, c'est quand même... c'était le cas en fast-food, et là, on le voit que ça Voilà. arrive en cuisine traditionnelle. En C'est fait, ça le sens de ma question. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la restauration virtuelle et Dark Kitchen, c'est 95-98% du fast-food. Ok. Or, c'est le fast-food qui a inventé le process parce que le fast-food veut faire vite, veut faire efficace, veut faire pas cher, et donc il est obligé de travailler sur des process. Nous, ce qu'on a vu apparaître comme nouveau mode de distribution, on en connaissait deux, des classiques. Venez manger dans mon restaurant, c'est bon, je vous sers, vous payez, vous partez. Ou vous venez, vous commandez quelque chose sur place, vous payez, vous partez. Finalement, ce qui était assez nouveau, c'est la livraison at scale. C'est-à-dire qu'avant, on se faisait livrer une pizza comme ça de temps en temps, peut-être un sushi. Maintenant, c'est devenu une commodité. C'est-à-dire qu'on en arrive presque, tu en parlais il y a 2 minutes, à devenir en fait des concurrents de la grande distribution. C'est-à-dire qu'en ville, on parle des grandes villes, on parle encore d'une population avec un certain pouvoir d'achat. On en arrive à ne plus faire ses courses et à préparer soi-même sa nourriture. On en arrive à se dire, j'arrive chez moi, je prends mon téléphone, je choisis ce que je vais me faire livrer, j'attends 30 minutes, je suis livré. Et ça, c'est nouveau. Et donc, il a fallu inventer des modèles qui s'adaptent à ça, parce qu'un restaurant traditionnel ne permet pas ce genre de distribution-là. Parce qu'un restaurant traditionnel, il est essentiellement tourné vers sa salle. C'est pour ça que les Dark Kitchen, les restaurants virtuels sont apparus. Je précise quand même que le modèle de la livraison donc des Dark Kitchen reste quand même un modèle que personne, pas même nous, n'a encore craqué. C'est-à-dire qu'il y a encore des sujets énormes de marge, il y a des sujets de volume. C'est quelque chose, le marché évolue à une vitesse assez folle, mais pour l'instant, il y a malheureusement des boîtes qui laissent la peau en ce moment parce qu'elles ont fait des tests et qu'elles se sont trompées sur leur modèle. On peut en parler plus tard. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la méthode de distribution est là, la demande à la clientèle est là, mais on essaie de trouver un moyen d'y faire face. Peut-être que ce sera dans 10 ans quand la robotisation sera vraiment mature. Aujourd'hui, nous, on a un modèle qui semble marcher, mais qui est encore un peu jeune pour être vraiment validé. Merci pour ces précisions, Jean. Raphaël, de ton point de vue, de quoi parle-t-on quand on parle de nouvelles formes de distribution, de ton point de vue, bien sûr, par rapport à ton activité? Alors moi, j'aime bien regarder l'expérience vraiment utilisateur. Il y a une expérience d'achat. Ça peut être un achat en ligne, un achat sur un mobile, un achat en caisse. Donc déjà, en fait, il y a des innovations à ces niveaux-là. Ensuite, il y a vraiment l'expérience, comment on récupère son produit. Ça peut être de la livraison ou à nous de se déplacer. Et après, il y a la partie vraiment production. Les innovations, elles ont lieu un peu partout. Et moi, je préfère regarder sur cette chaîne de valeur que de regarder des noms comme le Q-commerce, la distribution automatique, parce qu'on ne comprend pas vraiment la nature de ces innovations. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup d'innovations dans l'expérience d'achat. Est-ce que c'est mobile? Est-ce que c'est une borne comme au McDonald's? Est-ce que c'est en caisse? Et ensuite, la question, c'est est-ce qu'on va chercher le produit qui est déjà présent sur place? Par exemple, nous, on n'est pas du tout dans de la livraison. Ce qu'on a voulu livrer près du client, c'est le point de vente. Donc, on essaye de rapprocher le point de vente, on le met là où il travaille au quotidien. C'est le rôle aussi de la distribution automatique. Donc, la question, c'est vraiment de regarder où est l'expérience d'achat, où est-ce que le client récupère son produit et où est-ce qu'il a été produit. Et il y a des innovations à différents endroits. Et en fait, en jouant sur ces 3 paramètres, il y a un peu tout type de modèles qui permettent plus ou moins de massifier. Et du coup, ça crée des modèles qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais il ne faut pas oublier que c'est surtout... est-ce que l'expérience d'achat elle est mieux pour le consommateur en termes de prix, de qualité? Si cette partie-là ne marche pas, tout le reste de la chaîne de valeur n'a aucun intérêt. Donc pour moi, l'innovation, elle a toujours lieu au niveau du client, parce que le reste, après, il y a des price points. Si le client n'est pas prêt à payer plus, peut-être pour de la consigne ou pour autre, tout le reste de la chaîne de valeur n'a pas forcément d'intérêt. Très intéressant de parler justement de l'expérience client, puisque, comme tu viens de le dire, si l'expérience n'est pas bonne, en tout cas, toute la chaîne de valeur, n'a plus d'intérêt en tous les cas. Justement, par rapport à cette expérience, de votre point de vue, quels sont les enjeux de marché et sociétaux sur ces nouvelles formes de distribution alimentaire? Parce que, OK, il y a cette fameuse chaîne de distribution, cette nouvelle forme de fabrication, cette nouvelle forme de livraison des produits, mais encore faut-il que les produits aussi soient appréciés. Donc, est-ce que cette nouvelle forme de distribution n'est pas parfois au détriment, et je mets de côté le fast-food, au détriment aussi d'une recherche aussi peut-être de qualité gustative de la part des consommateurs? Alors, c'est un des enjeux sociétaux. Peut-être qu'il y en a d'autres. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je pense qu'on pourrait passer une journée à en discuter et surtout à essayer de théoriser ça. Mais il y a énormément de points. Par exemple, si on reprend le sujet dont on parlait tout à l'heure, livraison ou pas livraison.
livraison ou cuisiner. On peut faire un calcul tout bête aujourd'hui. Vous prenez la taille d'une cuisine normale de 5 à 10 mètres carrés dans un petit studio dans une ville. Vous prenez le prix du mètre carré en location et vous prenez le prix moyen de se faire livrer 2 à 3 fois par jour. Et vous vous rendez compte que vous avez des villes comme évidemment des villes asiatiques, mais Londres, Paris, c'est à peu près tangent, où il n'est pas rentable d'avoir une cuisine. Aujourd'hui, déjà avec le prix de la livraison qui est quand même super cher. Donc, et en effet aussi une problématique, c'est que on ne peut pas totalement miser dessus, vu qu'en effet il y a des petits problèmes de marge sur les livraisons. Donc, il peut y avoir quand même quelques problématiques. Mais c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un promoteur immobilier, vous ne pensez pas à 1, 2, 5, 10, 5 ans, vous pensez à 15 ou 20 ans. Surtout en France, quand vous voulez construire un immeuble, il ne faut pas être pressé. Donc, vous dites, est-ce que quand mon immeuble arrivera, où j'aurai construit toutes mes petites cuisines là, dans tous les studios, est-ce que c'est pas ballot parce que plus personne s'en servira et que les gens iront dans l'immeuble d'à côté où les 6 mètres carrés auront été transformés en une chambre de plus, où on aura réduit tout simplement pour que les gens puissent acheter un logement. Donc, ça, c'est un enjeu de très long terme. Il faut donc un certain nombre d'acteurs commencent à se poser des réflexions, des questions. Est-ce qu'on construit une cuisine en commun, en haut, en bas, au sous-sol, et on abandonne les petites cuisines? Il y a énormément, par rapport à ce que Raphaël disait, l'automatisation ou la livraison, ou la capacité à mettre des points de vente un peu partout dans les magasins, dans la rue, dans les bureaux, etc., pose la question de la personnalisation. Parce que l'offre qu'on va mettre, je ne sais pas, moi, les gens qui gèrent le Cial, l'usine à côté, les conducteurs de la RATP ou le truc un peu de mode dans Paris Centre, on ne va pas mettre tout à fait la même offre. Et donc, il faut réussir à capter cette data sans faire trop de cochonneries et à fournir une offre pertinente. Donc ça, c'est un énorme enjeu aujourd'hui parce que globalement, en termes de distribution et de personnalisation de l'offre, on est encore un peu mauvais. Troisième enjeu qui est énorme, le pack. Qui dit plus de livraison, dit plus de pack. On a beau essayer de tourner autour du pot, on emballe des choses qu'on aurait mises dans une assiette ou qui auraient été achetées au supermarché. Et qui sont livrés par un vélo ou un transport qui est censé être électrique, mais qui n'est quand même pas souvent. Donc, on a un enjeu environnemental. Qu'est-ce qu'on fait demain en termes de pack? Il y a des expérimentations sur du recyclable, etc. Sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire que le restaurant se fait livrer des produits. Allez à l'arrière d'un restaurant, vous allez voir, c'est une cata en termes de plastique. Donc, il y a des énormes enjeux aussi d'acceptabilité de ces nouveaux modes de livraison. Et là, on en a effleuré que 3. Et puis, évidemment, celui du robot, c'est-à-dire que le robot, c'est sympa, on va l'expérimenter, mais voilà, on n'a pas le même rapport à quelque chose qui a été cuisiné par un robot que quelque chose qui a été cuisiné par un être humain. Donc, c'est des enjeux qui sont assez forts et sur lesquels le travail n'a pas à être fait par des experts ou des entrepreneurs, mais notamment, c'est de la recherche, c'est des expérimentations, c'est de l'université. Et là-dessus, on est assez pauvre. Il y a assez peu de gens qui s'intéressent à ces sujets-là, peut-être par biais et par envie de ne pas forcément les considérer. Très bien, Mathieu. Donc, si je comprends bien, des enjeux environnementaux, on a parlé du plastique, mais également des enjeux autour des espaces de vie et peut-être pour les futurs architectes ou promoteurs immobiliers. Donc, effectivement, c'est des vraies questions à partir, j'allais dire, d'un réflexe d'achat qui devient de plus en plus anodin, à savoir la livraison de repas. Et puis, effectivement, le fait de faire ce calcul de prix du mètre carré par rapport au prix des livraisons, et repas compris, c'est effectivement une réflexion qui est assez nouvelle. De ton point de vue, Philippe, quels sont les enjeux sociétaux autour des nouvelles formes de distribution alimentaire? Tu es très axé sur la robotisation, en tout cas tu as une très grande expérience autour de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu en as appris de ta propre expérience? L'enjeu majeur, c'est l'enjeu de l'emploi, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, difficulté à recruter, réinvention des métiers. Je regarde aujourd'hui le service. L'expérience client, les clients sont de plus en plus autonomes, même dans les restaurants classiques. Ils commandent, ils téléchargent eux-mêmes leur menu, ils commandent de plus en plus facilement. Donc, dans la fast-food, ça fait bien longtemps qu'on a des bornes, que le service, il n'y en a plus, en fait, ça n'existe plus. Donc, il y a effectivement une réinvention. Si on apporte aussi la nourriture chez soi, du coup, le service de livreur, et aussi, on mute des gens qui sont employés de service sur des sociétés, des gens qui font du vélo maintenant, aujourd'hui. Ouais. Donc, en fait, tous ces emplois sont chamboulés. Ils vont en manquer à un moment donné.
Et donc, voilà, la société doit, à un moment donné, se construire autour de ça, parce que les emplois de service, c'est le gros sujet des sociétés, on va dire, de plein emploi, finalement, ou de chômage faible, et qui vont avoir du peine de plus en plus à recruter. Donc, avec les impacts que ça suppose sur comment demain, est-ce qu'on fait des cuisines centralisées et on limite les tailles de cuisine dans les restaurants parce qu'on ne peut plus tout cuisiner, parce qu'il n'y a plus assez de cuisiniers. Est-ce qu'on n'aura plus de moins en moins de personnes au service et on va demander aux clients de quasiment faire une grosse partie du parcours, ce qui est aujourd'hui le cas un petit peu. Donc voilà, il y a plein de questions qui ne vont pas se résoudre. Après, la restauration restera la restauration. C'est à un moment donné un moment de convivialité, un moment, et c'est nous d'ailleurs ce qu'on est trouvé confrontés, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, je pense, à faire un excellent produit, une excellente pizza par rapport au marché en termes de goût, et ça n'a pas fait une expérience de restauration. C'est-à-dire faire un bon produit, c'est pas faire de la restauration non plus. Et effectivement, la robotique ne résout pas tout non plus. Et on sait qu'effectivement, faire un restaurant, c'est autre chose. C'est un moment de consommation. Et ça, aujourd'hui, les restaurants sont assez pleins, non? Enfin, je sais pas, Jean, toi, tu as plein de monde chez toi, non? Jean? Oui. Ouais. Oui, on a plein de monde. Donc, toujours autour des enjeux de marché. Ouais, c'est marrant parce que ce que tu disais il y a 5 minutes, il y a 3 ans, je me souviens très bien être intervenu et avoir raconté cette histoire du remplacement de la cuisine. Ouais. On m'avait pris pour un fou parce que j'avais expliqué que en fait, une cuisine à Paris, ça coûte 10 000 balles, ça coûte 100 000 balles, 10 mètres carrés à 10 000 euros du mètre plus l'équipement, et 100 000 balles, ben, c'est 15 ans de livraison quotidienne. D'ailleurs, il y a des promoteurs dans certaines villes comme à Manhattan qui maintenant font des appartements sans cuisine. C'est pas du rêve, quoi. On délire pas. Et ce que je pense, c'est que c'est juste dans le sens de l'histoire. Finalement, le restaurant, si on regarde chez nous, il a remplacé une pièce, il a remplacé la salle à manger. C'est une pièce à vivre. Je ne sais pas si vous avez une salle à manger chez vous. Moi, j'en ai pas. À Paris, ça coûte cher une salle à manger. Pourquoi on n'a pas de salle à manger? Parce que finalement, on a des super restaurants et quand on va voir ses amis, ben, c'est aussi simple. Nous, les cuisines virtuelles, finalement, vont peut-être pouvoir remplacer un jour la cuisine. Parce qu'on se rendra compte que le modèle fait qu'on a réalloué les ressources et au lieu de les investir dans une cuisine, eh ben, on les paye à tout venant à chaque commande. Et du coup, je pense qu'en fait, le principal enjeu sociétal de notre nouveau modèle, c'est de trouver le schéma économique qui va satisfaire toutes les parties. Parce que la livraison, c'est des fournisseurs de food, bien sûr, c'est des salariés, des bailleurs, des banquiers éventuellement. Ça va être une plateforme, ça va être un opérateur comme nous, ça va être des livreurs. Ouais. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde s'est rué sur la livraison et du coup, on voit un peu de tout. Il y a beaucoup de boîtes qui lèvent énormément de pognon et qui gagnent pas forcément d'argent avec leur restaurant et qui créent une espèce de concurrence déloyale. On parle beaucoup du sort des livreurs qui ne sont pas suffisamment payés, qui n'ont pas de protection sociale, etc. Et moi, je suis intimement persuadé que ce marché est tellement pérenne qu'il va falloir qu'on trouve l'arithmétique qui fait que tout le monde y trouve son compte. Dans la restauration traditionnelle, tout le monde trouve son compte. Quand on s'en sort bien, on sait payer ses fournisseurs, on sait payer son bailleur, on sait payer son électricité. Dans la restauration virtuelle, c'est plus compliqué. Et je pense que le principal enjeu, ça va être de trouver cette façon de satisfaire toutes les personnes qui sont impliquées. Un écosystème harmonieux, en fait. Exactement. Le point, en tout cas, c'est que moi, ce que je retiens, c'est qu'on a parlé beaucoup d'espace vie, on s'est beaucoup centré sur le client, etc. Mais la dimension environnementale est celle, entre guillemets, personnellement, à vous écouter, qui est celle qui me fait un petit peu le plus peur, entre guillemets, à travers justement cette démultiplication de packs, comme on l'a dit tout à l'heure, de gens qui vont se faire livrer du plastique dans tous les sens. Donc c'est vrai qu'il y a un problème d'emploi, c'est vrai qu'il y a une question d'harmonisation entre tous les acteurs de la restauration, mais c'est vrai également que la question environnementale, en tout cas à vous écouter, est quand même une question très 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 importante. Et est-ce que cette harmonisation dont tu viens de parler entre tous les acteurs va être visible d'un point de vue environnemental? Je me pose aussi la question. Et alors là-dessus, moi j'ai un point, alors peut-être qu'on va encore me prendre pour un fou parce que c'est peut-être quelque chose qui arrivera dans très longtemps, mais est-ce qu'à terme, il ne sera pas plus écologiquement responsable que tout soit produit depuis un hub et dispatché entre les habitants d'une ville que d'avoir tous les habitants d'une ville qui doivent prendre leur bagnole pour aller sur des grands parkings, pour faire des courses dans des hypermarchés, qui vont aussi avoir des sacs plastiques ou des sacs en papier, ramener chez eux? Je me pose la question. Peut-être que demain, on va réussir à trouver quelque chose de vertueux à ce niveau-là.
Merci Jean. Raphaël, toujours la même question sur les enjeux de marché et sociétaux de ton point de vue. Pour moi, il y a déjà un énorme aspect santé pour les consommateurs. Et moi, j'aime bien regarder. Quand Amazon est arrivé, on a dit qu'il y aurait deux types d'achats. Il y a l'achat de commodité, c'est le produit qui est toujours de la même qualité et qui est constant. On sait ce qu'on veut, on y va, on le prend dans le supermarché, on rentre chez soi. Et de l'autre côté, il y a l'achat d'expérience, un restaurant, un beau magasin. Et pour moi, il va vraiment avoir en fait, ces deux catégories qui vont de plus en plus se séparer. C'est-à-dire que sur la partie commodité, il y a une grosse question dans l'automatisation et de manière générale, c'est comment on peut apporter plus de qualité. Aujourd'hui, il y a des plats packagés qui commencent à être d'une qualité croissante, avec des DLC qui sont croissantes, qui sont en train de manger tout le bas de gamme de la restauration, par exemple collective, en tout cas sur notre marché. Il y a des plats packagés qui sont bien meilleurs que ce qu'on consomme sur un plateau repas. Donc là, on va pouvoir, grâce au retail, améliorer, disons, la qualité de la distribution et de la grande distribution. Et ça, pour moi, c'est super bénéfique et ça permet des prix plus bas, des meilleurs produits pour tous. Et évidemment, il y a plein d'enjeux autour. De l'autre côté, je pense qu'il y a vraiment, et c'est ça pour moi l'alimentaire, il y a il y a acheter pour sa santé, et de l'autre côté, il y a l'entertainment, et ça, c'est l'expérience. Et de l'autre côté, il va y avoir des innovations, je pense, sur des expériences où il y a vraiment du service, où il y a vraiment du personnel sur place. Mais c'est vraiment, on y va en fait pour l'entertainment. Et je pense qu'on va avoir vraiment deux catégories. Le bas de gamme de la production va être complètement mangé par les produits packagés, par des choses automatisées, par de la robotisation. Et ça, c'est normal. Ça permet d'avoir des meilleurs produits à des prix plus bas, plus accessibles, mieux pour la santé. Et de l'autre côté, il va y avoir de plus en plus d'expériences. Et ce qui est un peu entre les deux, pour moi, est complètement voué à disparaître. Et ceux qui se battent dans le mauvais combat, en général, perdent le défi. Merci Raphaël. Alors on a parlé des nouvelles formes de distribution, ce que ça représentait. On a parlé d'un point de vue un peu théorique, et c'est normal, des enjeux d'un point de vue marché, d'un point de vue sociétal. On a parlé de l'environnement, on a parlé de l'emploi, on a parlé également des espaces de vie. Mais concrètement, des exemples concrets, s'il vous plaît, messieurs. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Est-ce que vous avez pu observer des modes de distribution qui, selon vous, révolutionnent, et je reprends un mot, Raphaël, que tu as beaucoup utilisé, l'expérience client? Effectivement, on va peut-être effectivement commencer par toi, Philippe, à travers Pazzi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a beaucoup de vidéos sur Internet, imaginez, vous voyez les robots qu'on trouve sur les usines, j'exagère à peine, les usines automobiles, en version plus petite, qui se mettent à faire des pizzas et non pas des voitures. C'est à peu près ça, d'un point de vue. C'est pas de la théorie, c'est véritablement, vous pourrez le voir sur Internet. Mais derrière, il y a une histoire qui fait que ça n'a pas forcément pris. Donc la question derrière, c'est est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en fait et quels sont, selon toi, des exemples qui démontrent que finalement une distribution différente peut quand même fonctionner? Fondamentalement, est-ce que c'est une distribution différente? Je ne suis pas certain en fait. Globalement, on commande sur une distribution, c'est comment on obtient le produit. Nous, on l'obtient d'une façon très traditionnelle, soit par les plateformes de livraison, soit par une borne. Donc là, on a des modèles très similaires. Et effectivement, on le retire, alors certes de façon autonome, ce qui n'empêche pas d'avoir des gens au service qui a des places, parce que c'était 2 lieux de restauration avec des tables. Et au final, le mode de distribution, il n'est pas nouveau. Ce qui est très nouveau, c'est le mode de production où non seulement on a des robots qui cuisinent, mais en plus, ils les cuisinent devant les clients. Donc, ce qui supposait plusieurs choses, effectivement, de l'entertainment, de rassurer, parce qu'en fait, le sujet dans le fast-food, c'est quand est-ce que je vais avoir mon produit. Donc, le fait de voir le processus se faire fait qu'on était rassuré. Donc, il y avait une expérience client dedans, et plus, bien sûr, des facteurs d'hygiène qui permettaient de voir que les choses étaient bien tenues. Mais globalement, en termes de distribution, c'est pas la révolution. En fait, la révolution, je pense qu'elle a déjà eu lieu il y a quelques années avec les livraisons, les dark kitchens, mais c'est pas nouveau. On n'est pas les dark kitchens, c'est un sujet d'il y a combien de temps? Il y a au moins quelques années, quoi. Il y a 4 ans. 4 ans. 4 ans, 2018. Ce qui va être nouveau, c'est comment tout ça va se consolider. Peut-être le dernier récent, c'est les fameuses livraisons en 10 minutes ou 15 minutes avec tous ces opérateurs qui arrivent. Mais j'en discutais avec les grands du retail, c'est à peine 1% du business. C'est rien, en fait, en termes de retail, tout ça. Est-ce que c'est vraiment des révolutions? Moi, je ne crois pas aux trucs qui transforment la société. Je pense qu'il y a des grands mouvements. Il y aura toujours des cuisines quand même s'il y a certaines cuisines qui vont disparaître à Manhattan ou ailleurs. Il y a des gens aussi qui veulent cuisiner.
Il y a des gens qui veulent. Et ça s'est vu pendant la pandémie. Et le sujet, est-ce qu'un promoteur va enlever la cuisine si le prochain locataire il a envie de cuisiner, lui, il va être assez emmerdé. Est-ce qu'on va. C'est aussi quelque chose de très culturel. C'est très anthropologique de faire de la cuisine. Donc, est-ce que tout ça va disparaître? Bien sûr, il y a la livraison, mais on continue toujours à aller au restaurant. Donc, il y aura de la robotique, mais il y aura toujours des cuisiniers. En fait, il faut pas. On parle souvent de grands remplacements par ces grands mouvements, mais il n'y en aura pas, tout ça. En fait, tout ça va coexister. Et ce que dit Jean, de façon juste, c'est on va maintenant essayer de trouver des modèles économiques à toutes ces choses-là qui vont s'inscrire dans la durée. Parce qu'à un moment donné, tout ne peut pas être financé par coups de milliards, par des fonds d'investissement qui pensent trouver la prochaine licorne sur Terre. Ok, merci beaucoup Philippe. Jean, tu veux réagir sur ce que vient de dire Philippe? Oui, parce que c'est marrant, parce que moi j'aurais dit justement que Pazzi était l'exemple, entre autres, de ce qui peut révolutionner les distributions. Je comprends ce que tu dis, mais pour moi, il y a aussi un... Il marche ce micro ou... Oui, on t'entend, t'inquiète pas. Il y a côté aussi une logique de distribution 24 heures sur 24. On voit dans les campagnes, il y a des distributeurs qui proposent des œufs frais, du fromage, qui sont ouverts 24 heures sur 24, alors que ça avait totalement disparu. Et finalement, la robotisation permet d'avoir ce changement un nouveau mode de distribution beaucoup plus accessible. Et si je devais citer un autre exemple, et c'est peut-être l'étape de demain, j'étais à Los Angeles en août. À Los Angeles, vous avez littéralement des robots qui roulent sur les trottoirs pour faire des livraisons. Donc pour nous, quand on arrive, on voit ça, c'est hallucinant. En plus, les bêtes, elles ont des yeux, enfin, genre, c'est vraiment hyper bien marketé. Mais en gros, les livraisons sont assurées par des machines. Ce qui en France, à Paris, est pour l'instant inenvisageable pour des tas de raisons. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais on se rend compte que la robotisation est vraiment la base de ce qui va transformer la distribution dans les années à venir. Merci Jean. À l'instant, Jean vient de nous parler de la robotisation à travers ces nouveaux modes de livraison. De ton côté, Raphaël, est-ce que tu as des exemples en ce qui concerne justement ces nouveaux modes de distribution? Est-ce que tu peux nous en citer? Ouais, pas pour citer mon exemple, mais parce qu'on entend beaucoup parler de robotisation. Nous, par exemple, nos magasins, ils fonctionnent à la confiance. Et la confiance, en soi, c'est une innovation aussi, parce que si on prend Airbnb, l'innovation, c'est le fait de oser faire louer sa chambre dans son appart, et ça a créé une innovation. Pour moi, une innovation, elle a lieu dans les habitudes des consommateurs, et soit on arrive à installer cette nouvelle habitude, soit on n'y arrive pas. Toujours l'expérience. Toujours, mais je crois que dans cette partie-là. Et aujourd'hui, c'est génial d'avoir une vitrine connectée avec un badge, mais l'expérience, elle n'est pas agréable. 2, ça peut avoir un coût, cette robotisation, donc écologiquement parlant, ça va devenir de plus en plus une absurdité de en fait, mettre du contrôle. Mettre du contrôle, c'est nécessairement un coût. Ça se retranscrit sur le prix des produits, etc. Et moi, je trouve qu'on est un peu, en tout cas dans cette industrie, toujours la tech, mais je pense qu'il va y avoir un vent qui va arriver qui est vraiment la low-tech. C'est peut-être qu'une simple caméra dans un magasin va permettre de faire en sorte qu'il tourne de manière autonome. Et on n'a pas forcément besoin de robotisation partout. Donc, je mets peut-être un petit bémol dans ce côté un peu toujours mettre des machines. Je pense que pour moi, la meilleure expérience d'achat, c'est celle comme à la maison. Et celle comme à la maison, par définition, il n'y a pas de technologie. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel on va être obligé de venir. Et peut-être que voilà, c'est pas comment dire, des frigos connectés qu'on va devoir mettre partout, mais des modèles où on se fait confiance et où on peut avoir une expérience comme on avait peut-être il y a 50 ans au marché ou à la confiance. On sait que dans les pays nordiques, par exemple, il y a beaucoup de magasins qui ont tourné sans personne pendant tout le Covid. Ça, c'est aussi une innovation. Et je trouve que voilà, on ne travaille pas forcément assez sur les habitudes, sur l'émotionnel et sur le ressenti, et beaucoup trop sur la technique. Mais je ne pense pas que ce soit que la technique qui va changer la manière dont on distribue les produits à tout le monde. Donc l'enjeu est plutôt un enjeu humain versus un enjeu technologique, en tout cas sur les différents exemples que tu as pu voir ou que tu as pu ressentir, on parle d'émotion, dans ce que tu as observé. Imaginons un monde parfait où tout le monde se fait confiance. Imaginez toute la technologie et tout le gâchis que vous avez partout autour de vous, que vous pouvez supprimer si simplement il n'y avait pas de vandalisme et pas tout ça. C'est effectivement une utopie d'une certaine manière, mais il y a un moment, peut-être que les contraintes écologiques vont nous amener à se dire, effectivement, on doit mutualiser des choses, une cuisine dans un immeuble, etc., etc. Et je pense que tout ce qu'on peut traiter émotionnellement par peut-être de la communication,
En ayant un modèle à la confiance, vous allez gagner 30 centimes sur votre produit. Ça va permettre une économie dans le sens où vous allez utiliser la même casserole à 50 personnes et pas seul, qui a tel impact. Bah là, en fait, on a une économie qui est une économie, disons, sur la conscience des gens, qui coûte zéro et qui a un impact écologique qui est énorme. Et aujourd'hui, pour moi, il y a une espèce de course en avant où on va mettre mettre des robots dans les rues de Los Angeles, mais enfin, j'ai envie de dire, arrêtez les conneries, le mot n'est pas beau, mais c'est réellement débile, en fait, par rapport à d'autres types d'économies qui peuvent être faites justement avec plus de confiance et un peu plus de réflexion. Donc tu mises sur... Oui, bien sûr, droit de réponse possible. Alors déjà, on va commencer par Philippe. En fait, il faut juste pas oublier que l'automatisation, robotisation, elle existe depuis longtemps. Un four, c'est un automatiseur. Un four, c'est déjà automatisé depuis très longtemps. On n'est plus au four à bois, il n'y a pas du feu, etc. Le lave-vaisselle, aujourd'hui, les cuisines sont déjà bien automatisées. Il y a plein de robots dans des sortes de formes d'automatisme dans tous les restaurants. Et heureusement, il est à la maison et partout. Donc aujourd'hui... En revanche, oui, le rapport de confiance. Pourquoi on donne sa confiance à un robot Kenwood, par exemple, qui va faire plein de recettes pour soi? Effectivement, il y a un rapport de confiance à ça. Il y a le Monsieur Cuisine de chez Lidl qui fonctionne très très bien. Ouais, et par exemple. Et en fait, c'est juste une temporalité qu'il faut attendre. Et en fait, on est sur des temps longs où à un moment donné, on va donner confiance à d'autres sujets, etc. Pourquoi les vending machines de pizza, par exemple, c'est pas ce qu'on fait, hein, mais je les ai vus exploser en 2 ans. Parce qu'à un moment donné, on ne faisait pas confiance à la vending machine. On savait que le pizzaiolo du coin qui fermait à 21h parce qu'il ne peut pas fermer au-delà de 21h, il mettait sa pizza. Et comme on avait confiance dans le pizzaiolo du coin, à 22h, on pouvait choper la pizza dans un petit village. Puisqu'on c'est l'expérience qui fait qu'on connaît le pizzaiolo, on sait qu'il y a un service additionnel qui utilise une technologie et ça marche. Oui, mais le sujet de la confiance, il est partout si on veut à un moment donné connecter avec les gens. Après, je ne veux pas jeter la techno. La techno, elle est partout. Elle doit aussi trouver son curseur aussi dans toutes ces évolutions. Mais peut-être un développement raisonné de la technologie. Et si on parle des robots qui livrent, mais en Californie, le problème de l'emploi, c'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. C'est des sociétés de plein emploi où il y a 2% de chômage. Donc, vous imaginez comment demain, si les consommateurs veulent se faire livrer, comment ils le font? Donc, soit on embauche des gens qui veulent pas travailler. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que la techno, elle vient pallier ça. Ça peut paraître ridicule, un robot qui circule, mais en même temps, si personne ne le fait, vous n'êtes pas livré. Merci Philippe. Je vais laisser la parole peut-être aussi à Mathieu est-ce que tu as des exemples? Tu nous parlais tout à l'heure des espaces de vie, tu nous parlais de la réalité derrière les cuisines autour du plastique, entre autres. Mais est-ce que tu as des exemples de distribution qui, selon toi, vont dans le bon sens et révolutionnent aussi, un mot cher à Raphaël, l'expérience client? Oui, je pense plusieurs choses. La première, c'est par rapport à ce qui a été dit, il y a une confusion qui est très française entre cuisiner et faire à manger. Tout le monde, quand on lui questionne, aime cuisiner. Par contre, faire à manger, ce qui est 99 plats sur 100, soyons réalistes, personne n'aime. Voilà, personne. Peu de gens aiment vraiment faire à manger. Donc c'est aussi cette réflexion sur faire à manger. Ah oui, d'accord. Faire à manger, faire la popote, nourrir, faire jambon coquillette pour les enfants et se nourrir entre deux calls. Peu de gens aiment ça, et c'est là où l'automatisation, la livraison apporte quelque chose. Cuisiner, faire le gâteau pour ses enfants, dont on sait qu'objectivement il est moins bon, mais il est meilleur parce que c'est nous qui l'avons fait, ça, on aime le faire et on continuera à le faire. Il n'a pas le même goût parce qu'on l'a fait en famille. Le fameux goût voilà, il était fait avec amour. On a tous mangé ces délicieux gâteaux de nos parents, aussi doués en cuisine que possible. Mais bon, ça, je pense qu'il faut vraiment le distinguer. On a du mal à le distinguer en France. Ensuite, par contre, je partage moins l'optimisme, notamment de Raphaël, sur la logique de confiance. Notamment, parce que si on parle de distribution, il y avait un lieu qui est encore un des derniers lieux où les gens en France vont tous ensemble et sont tous les mêmes, c'est au super et à l'hypermarché. C'est le dernier lieu en France où vous voyez des gens qui ne sont pas comme vous. Je ne sais pas si vous pensez à un autre lieu où vous voyez des gens qui sont vraiment très différents et qui font la même chose que vous, qui achètent les mêmes produits que vous, etc. Bon, il y a le métro, effectivement, mais bon, c'est pas... Voilà. Le modèle qu'on voit, on va vers une logique de personnalisation. Par exemple, vous me demandiez un exemple. Un exemple auquel je pense, c'est l'émergence des plateformes de e-commerce alimentaire ethnique. On n'en voit pas en France parce qu'on n'en parle pas, mais elles existent. Il y a comme une boîte qui s'appelle Alors-Fin, Weizia, qui a levé quand même une petite dizaine de millions juste pour targeter la communauté chinoise. Vous ne pouvez pas aller sur le site, vous ne parlez pas chinois. C'est une start-up chinoise qui vend
à la communauté, enfin, startups françaises qui vendent à la communauté chinoise. Vous avez des startups qui lèvent sur la communauté turque. La en communauté Allemagne, indienne aussi, qui est voilà, très, très qui, active sur qui ce est, type de on voit magasin. des levées de fonds extrêmement importantes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne. C'est quelque chose qui arrivera et ça va vers une fragmentation des canaux de distribution avec une personnalisation. Et donc, on ne mange plus la même chose, on ne fréquente plus les canaux de distribution. Et qui dit personnes qui ne font plus les mêmes choses, qui ne se fréquentent plus, notamment dans les choses aussi basiques que manger, c'est de la défiance. Donc, ma vision n'est absolument pas optimiste pour la société à long terme, mais en tout cas, ça crée beaucoup d'opportunités pour les gens qui voudraient se lancer là-dedans. Merci Mathieu, parce que tu me permets de faire la transition avec notre dernière question qui parle justement de futur, d'avenir. Alors, un peu de scepticisme, tu viens de nous le dire de ton côté, mais quand même, si on doit préparer l'avenir, quelles seraient vos recommandations pour entrer dans cette fameuse nouvelle ère de distribution alimentaire où il y aurait une sorte de symbiose et d'harmonie entre tous les acteurs de l'écosystème? De ton point de vue, Jean. On en a déjà parlé. Oui. Mais je pense que ça vaut le coup de le redire. Et c'est un peu en lien avec faire à manger, faire la cuisine. Ouais. Moi, je crois beaucoup à une dichotomie entre l'expérience, qui va devenir, et là c'est mon côté restaurateur traditionnel qui parle, l'expérience va devenir quelque chose d'absolument essentiel. On vit dans le digital, on a tout à proximité immédiate grâce à un téléphone. Quand on sort de chez soi, on veut vivre un truc. Et donc, dans la distribution alimentaire, dans les restaurants par exemple, l'expérience devient plus importante encore que la qualité de la food. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la commodité. Donc, c'est genre faire à manger. Et là, il va falloir une hyper disponibilité, quelque chose de hyper efficace, bon, si possible, pas trop cher, et qui respecte la planète au maximum, qui là va simplement satisfaire le besoin qu'on a de se nourrir tous les jours. C'est un fait, voilà, on ne pourra pas passer à côté. Je pense que c'est vraiment ces deux éléments-là qui vont un petit peu guider l'avenir de la distribution dans la food. Donc l'expérience et la commodité. Voilà. Merci beaucoup, Jean. Ils vont pas, enfin, les deux ne vont pas sont des instants de consommation qui me semblent différents. Des instants de vie, comme on le dit souvent, par exemple en marketing, mais c'est de ça, savoir gérer ces instants de vie. Et peut-être pour un même produit ou même un même restaurateur, savoir jouer sur cette notion de commodité et avec les dark kitchen, par exemple, et cette notion d'expérience à travers la visite du même restaurateur, mais dans un endroit particulier. On a parlé d'entertainment tout à l'heure. Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir pouvoir mixer. De ton point de vue, Raphaël, si on doit préparer l'avenir, optimiste quand même, on va essayer. Ça serait quoi tes recommandations pour rentrer dans cette nouvelle ère de la distribution alimentaire? Je suis très d'accord avec du coup, la partie commodité et expérience. Je pense que la partie commodité va prendre de plus en plus de place. C'est l'industrialisation, c'est pas prêt de s'arrêter. J'espère qu'on va le faire avec plus de qualité et plus de considération peut-être écologique. Moi, de l'autre côté, je trouve, en tout cas par rapport à tout l'écosystème et tout ce qu'on voit apparaître, c'est on parle beaucoup de technique et on parle pas beaucoup de la psychologie, comme je disais, des acheteurs. Et je pense qu'il faut travailler justement sur la psychologie des acheteurs, parce que quand on discerne cuisiner et faire la popote, c'est juste une question d'intention et ça peut être dans un cas un plaisir et dans un cas, en fait, c'est une lourdeur. Donc, il y a vraiment un travail, je pense, qui est psychologique sur l'expérience d'achat, sur qu'est-ce qu'on va chercher quand on va dans un restaurant, qu'est-ce qu'on va chercher dans un supermarché. Et quand on crée un produit ou un modèle de distribution, il y a ce ressenti émotionnel qu'on a envie de créer chez l'acheteur, qui, je pense, est le point d'ancrage. Et derrière, on délivre une promesse. Et soit elle est alignée avec ce point d'ancrage, soit elle ne l'est pas. Et c'est important de ne pas se tromper. Et moi, je vois beaucoup de gens qui travaillent beaucoup sur la technique. Mais en fait, quelle est l'expérience, quelle est l'émotion que tu veux faire chez ton acheteur? Et si les deux sont alignés, a priori, il reviendra parce qu'il n'y aura pas de déception. Et c'est ça la confiance, c'est d'avoir une promesse et de la délivrer. Merci, Raphaël. De ton point de vue, Philippe, ce serait quoi tes recommandations? D'autant plus que, comme je le disais au tout début, tu as appris beaucoup. Quelles seraient, selon toi, tes recommandations pour qu'on puisse rentrer dans cette fameuse nouvelle ère de la distribution alimentaire?
C'est difficile de faire des prédictions d'avenir, hein. Du coup, Et on peut, sans faire trop d'utopie, on peut avoir un espoir. enfin, je veux dire, aujourd'hui, il ne faut pas dramatiser. Les choses plutôt se passent. Du coup, il y a des écosystèmes qui sont de plus en plus favorables d'abord à permettre d'inventer, de créer. Du coup, donc pas sur tous les milieux, mais en tout cas, la restauration est un domaine qui est aujourd'hui encore très résilient économiquement. Donc, on a envie. Il y a des menaces, il y a des contraintes, il y a des sujets effectivement sur la planète qu'il faut gérer. Il y a des sujets sur les matières premières, tout ça. En fait, on est dans un monde qui est qui bouge beaucoup, et c'est la faculté de s'adapter à tout ça va être clé pour demain. Donc après, voilà, favoriser au moins l'adaptation à tout ça, c'est déjà la clé de la réussite pour demain. Merci Philippe. Pour toi, Mathieu, le mot de la fin au sujet justement de cette préparation de l'avenir et tes recommandations par rapport à une nouvelle distribution qui serait bien adaptée. Je pense qu'il y a énormément d'écosystèmes qui ont été disruptés par la technologie, par les innovations, qui ne sont pas forcément tech. La technologie ne veut pas forcément dire derrière de la technique, mais c'est de la sémantique. L'alimentaire, non. On commence à avoir des petites choses, mais on est vraiment tout au début. Et ce ne sera pas linéaire, ce ne sera pas gentil. Je pense qu'on n'est vraiment pas très loin d'une disruption profonde du modèle alimentaire tel qu'on le connaît, de l'agriculture jusqu'à la distribution en passant par les produits. Et un des axes, qui est celui peut-être le plus long terme, mais qui a le plus de potentiel de disrupter la distribution, c'est la personnalisation. Aujourd'hui, on commence à faire le lien alimentation-santé. Ça nous semble une évidence, mais il faut se dire que la pyramide alimentaire, c'est né à la fin des années 70. Avant, recommandation 2000 calories par jour, etc., ça n'existait pas. Donc ça a été assez vite. Et là, on commence à avoir un corpus scientifique, des outils, des montres connectées, des gadgets, des tests de glucose, etc., qui commencent à vous dire que là, on est 5 autour de la table, il ne faudra vraiment pas qu'on mange tous les 5 la même chose. Il y en a 4 pour nous, pour qui une banane c'est bien, le 5e pour qui la banane c'est pas bien, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, on n'a vraiment pas la moindre idée de comment est-ce que ça peut se traduire en termes de distribution. Est-ce que ça veut dire qu'on a un pot de yaourt qui est semi-fini et qu'on le personnalise dans le supermarché, qu'on le personnalise chez nous, qu'on se le fait livrer? Donc, ça peut avoir énormément d'impact. Est-ce qu'on mangera tous des compléments alimentaires à l'appel demain? Donc, ça peut être un des axes qui a le plus de potentiel, à la fois de nous faire aller vers une alimentation de cuisinée, food service, et de nous éloigner de la distribution telle qu'on la connaît, massifiée, la même pour tous.